Bonjour, je m'appelle Evelyne Arbiol, je suis infirmière ressources douleurs au Centre Jean Bérard depuis 25 ans, en ayant fait déjà de la douleur bien auparavant, toujours en oncologie par choix. Et je voudrais m'adresser à vous pour vous parler des douleurs dans le cadre du cancer bronchique non à petites cellules. Ces cancers sont effectivement des cancers qui ne font pas forcément mal à la phase initiale. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut plutôt avoir des problèmes de toux qui se répètent, des bronchites, mais on ne pense pas forcément effectivement qu'on a un cancer. On peut avoir du coup des douleurs thoraciques qui peuvent être liées à la toux, parce que cette toux qui perdure, qui va, qui vient, vont pouvoir provoquer des douleurs thoraciques, mais encore une fois, on ne pense pas forcément au cancer. Et on peut aussi avoir un point de côté, un peu comme un déchirement musculaire, qui parfois, effectivement, pareil, est provoqué par des toux qui peuvent être assez importantes. On peut avoir des fois des douleurs de l'épaule. Alors selon le côté, ça peut être à droite, ça peut être à gauche, puisqu'on va voir qu'on peut avoir des douleurs de l'épaule liées à la localisation du poumon atteint. Et ces douleurs, elles font plutôt au départ penser à un rhumatisme. On ne pense pas, encore une fois, forcément qu'on puisse avoir en sous-jacent un cancer. Par ailleurs, on peut voir, et là on va déjà être dans des évolutions, mais on peut avoir des douleurs lombaires qui ne sont pas effectivement forcément évocatrices d'un cancer, sauf que si le cancer a évolué, ça peut être une porte d'entrée. Un patient qui va avoir des douleurs lombaires qui ne passent pas, le médecin traitant, malgré les traitements classiques, voit bien qu'il se passe autre chose, et puis on va faire une IRM et on va tomber éventuellement sur des métastases osseuses et on va chercher le cancer primitif, et c'est une localisation assez fréquente dans les cancers du poumon. Et puis on peut avoir, alors là on est encore plus évolutif, mais ça peut arriver, des patients qui vont avoir des céphalées importantes, et pareil, le médecin traitant, avec d'autres troubles qui peuvent être associés, de confusion, de troubles de l'équilibre, va se douter qu'il peut se passer quelque chose et puis va faire une IRM cérébrale, et là on peut découvrir des métastases cérébrales et découvrir après le cancer primitif qui peut être un cancer du poumon. On n'a pas toujours effectivement au départ des douleurs spécifiques, sauf dans un cas bien particulier. Le cas de la tumeur du poumon, du haut du poumon, qu'on appelle l'apex, où là le patient, souvent on va découvrir cette tumeur du poumon parce que le patient va avoir une névralgie cervico-brachiale, ou à droite ou à gauche en fonction du poumon atteint. Et effectivement, là, on va avoir une douleur qui est un peu particulière parce que ça va être des patients qui vont avoir mal dans le bras, mais avec des décharges électriques, un engourdissement, mais mal aussi des fois en arrière, à l'omoplate, à la pointe de l'omoplate. Et c'est des douleurs, effectivement, cette zone est bien caractérisée par des douleurs qu'on appelle neuropathiques et souvent mixtes, nociceptives et neuropathiques, mais liées au fait que la tumeur se situe, se localise en haut du poumon au niveau de ce qu'on appelle l'apex. On va avoir la douleur post-opératoire si le patient est opéré, puisque bon nombre de cancers du poumon peuvent être opérés. Et là, on va être dans la douleur aiguë, classique, on va dire. Et ces douleurs, elles sont quand même assez importantes, assez sévères, du fait de la chirurgie, du fait qu'on écarte des côtes. Donc effectivement, il y a l'incision, il y a l'écartement, il y a les drains thoraciques. Et les patients, des fois, se plaignent beaucoup plus du drain thoracique que de la chirurgie elle-même, de l'incision elle-même, parce que les drains thoraciques sont quand même assez gros, ils sont cousus à la peau, et ça peut effectivement provoquer des douleurs très localisées, mais n'empêche que les patients, des fois, c'est celle-ci qui les gêne le plus en post-opératoire. On peut avoir aussi une association de ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire les patients dans la zone opérée qui vont se plaindre de décharges électriques, de brûlures, et là, effectivement, c'est assez aussi classique, c'est assez connu.
d'où faut effectivement, on va voir, bien évaluer pour effectivement bien les traiter puisque ça a des traitements bien particuliers. L'important, c'est vraiment l'évaluation qui doit être très pertinente, hein, avec le type de la douleur, la localisation, bien demander au patient où il a mal, parce que je vous dis, parfois, en fait, il me dit, mais en fait, c'est mon drain thoracique. Et puis, une fois que les drains sont enlevés, eh bien, on va avoir effectivement bien moins de plaintes douloureuses. Mais c'est important de le dire. Donc, intensité de la douleur, hein, on a des échelles validées et il faut savoir utiliser ces échelles correctement. Même l'intensité n'est qu'une partie de l'évaluation, mais ça nous permet d'adapter quand même correctement les traitements antalgiques. Et puis, quand est-ce qu'il a mal? Le jour, la nuit, les mobilisations, essayer d'être le plus fin possible dans cette évaluation pour avoir après effectivement des thérapeutiques adaptées. Et puis donner aussi, entendre la place dans le discours du patient, quelle place elle a cette douleur. Ne pas oublier que ce patient a eu un cancer de diagnostic du poumon, ce qui fait peur. Le cancer fait peur, cancer du poumon fait peur, puisqu'il y a toujours aussi cette connotation, cette crainte à un moment de ne pas pouvoir bien respirer, ce qui est quand même la crainte de tous nos patients, c'est toujours ce risque, cette peur de mourir étouffé. Très souvent, c'est des chirurgies lourdes, donc les patients nécessitent des traitements morphiniques et même souvent une péridurale pendant les, on va dire, 48-72 premières heures. Hein, donc effectivement, au niveau de la cage thoracique, pour qu'ils puissent après se réhabiliter au plus vite, respirer le mieux possible. Les traitements font peur. La morphine fait peur, il ne faut pas l'oublier. Elle fait peur aux patients, elle fait peur aux proches et elle fait peur aux soignants. C'est-à-dire quand je dis elle fait peur aux soignants, on voit parfois en douleur post-op qu'il y a un peu un frein des soignants de donner quand même ce traitement, alors qu'on sait que par ailleurs, les 48 premières heures de la douleur post-opératoire est hyper importante. Il faut qu'elle soit bien prise en charge, que le patient ait vraiment le moins mal possible. On dit que la douleur post-opératoire fait le lit de la douleur chronique si elle est mal prise en charge. Donc c'est hyper important d'aussi souligner que la morphine elle a sa place, qu'il faut pas en avoir peur quand on en a besoin, quand il y a de la douleur, elle est bien utilisée. Il faut savoir réévaluer ces traitements, mais il faut savoir évaluer les effets secondaires parce qu'il y a différents traitements morphiniques et que si le patient n'en supporte pas un, ben, c'est pas non plus, il ne faut pas qu'il ait non plus des effets secondaires trop importants, c'est pas la peine. Et donc, il faut trouver cet équilibre et on peut changer de molécule. On a aujourd'hui quand même différentes molécules. Et puis, il y a la partie neuropathique qui n'est pas toujours en évidence tout de suite, mais qui peut des fois l'être assez rapidement. Et si cette composante, on ne l'évalue pas bien, on ne la traite pas bien rapidement, eh bien, nos patients, effectivement, continuent d'avoir mal et il est important de ne pas attendre pour bien traiter cette composante parce qu'après, on voit s'installer ce qu'on appelle la douleur chronique avec cette composante qui peut durer 4 mois, 6 mois, voire un peu plus. Donc en post-opératoire, il est d'autant plus important justement de bien les traiter puisqu'il y a toute la place également de la réhabilitation, hein, donc de la kinésithérapie qui est très importante. On va aujourd'hui rapidement lever les patients, les mobiliser. Et donc ces patients, il faut qu'ils aient effectivement une bonne antalgie pour pouvoir avoir des kinés respiratoires adaptés et avoir une bonne réhabilitation. Et puis, il y a les prises en charge non médicamenteuses, hein, donc sur la douleur neuropathique, hein, on peut avoir aussi des prises en charge avec des appareils de neurostimulation périphérique transcutanée qui peuvent rendre aussi service dans ce type de douleur et notamment sur les névralgies cervico-brachiales en association avec le traitement médicamenteux, mais qui peut permettre quand même de compléter et ce n'est pas inintéressant. Et puis donc dans le non médicamenteux, ce qui est aussi intéressant et qui est bien validé aujourd'hui, c'est quand même l'activité physique adaptée qui est très intéressante, puisque ces patients qui se disent fatigués, en fait on sait qu'en faisant de l'activité physique adaptée, ils seront moins fatigués. Il faut vraiment effectivement entendre ça, donc rapidement les remettre en mouvement, pas brusquement, mais en tout cas bien accompagnés.
Mais c'est une réalité puisque ça a été aussi prouvé que dans le cancer, l'activité physique adaptée faisait qu'il y avait moins de risque de récidive, hein. C'est quand même des choses qu'on connaît bien. Donc c'est quelque chose qui est, je pense, bien développé aujourd'hui et qui est important. Dans les douleurs neuropathiques que ces patients aussi peuvent avoir, il y a une grande place vraiment. Alors il faut parler de ce qui existe et de ce qui est validé, hein, encore une fois, mais il y a une place aussi intéressante de l'acupuncture. L'acupuncture est effectivement pour les douleurs neuropathiques, alors d'autant plus si ces patients des fois ont eu des chimiothérapies avant leur chirurgie et qui peuvent induire aussi des neuropathies au niveau des pieds et des mains, ça peut être intéressant. Et l'acupuncture, l'auriculothérapie aussi a toute sa place. Et ce qui est très important, c'est aussi vraiment l'évaluation psychosociale. Pourquoi? Parce qu'on dit que la douleur est un phénomène biopsychosocial. Parce que quand nos patients là, sont trop douloureux, eh bien, il y a aussi des conséquences sur leur vie quotidienne, des conséquences sur leur activité, mais des conséquences professionnelles aussi. Parce que ces patients, ils sont opérés, ils ont des traitements, voire de la radiothérapie, voire des chimios complémentaires. Et ces patients, eh bien, qu'est-ce qui se passe? S'ils évoluent, ils peuvent avoir des reprises de traitement avec des chimiothérapies. Eh bien, ils ne travaillent pas, ce qui fait que des fois, professionnellement, ils perdent leur emploi. Mais leur vie quotidienne, elle est aussi énormément modifiée, du fait des fois aussi de problèmes pécuniers, il ne faut pas l'oublier. Et c'est aussi très important de les accompagner dans la globalité et de faire toujours des évaluations biopsychosociales, de mettre aussi les assistantes sociales dans ce parcours afin que ces patients puissent aussi être soutenus et faire des démarches nécessaires que les assistantes sociales connaissent bien pour comment les aider financièrement, comment les aider des fois à la remise au travail aussi quand ils vont bien, comment les aider à reprendre leur travail, hein, parce que ce n'est pas toujours facile. Parfois, ça nécessite de refaire une autre formation parce que le métier que le patient ou la patiente faisait ne correspondra plus, ou par volonté des fois du patient. Donc, il faut effectivement aussi, dans cette prise en charge globale, ne jamais oublier l'évaluation biopsychosociale. Donc l'évaluation psychosociale, elle doit tenir compte de la douleur, du retentissement sur la vie quotidienne, du retentissement sur l'alimentation, du retentissement sur le sommeil. La douleur, c'est toujours ça. Il ne faut pas l'oublier. Et si on ne fait pas justement des évaluations globales pour voir toutes ces composantes-là, eh bien on peut passer à côté de quelque chose.